Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Les vacances ne sont pas si loin. Vous avez encore tous en tête le chant des cigales, le bruit de l'eau d'un ruisseau. Imaginez maintenant qu'un son similaire résonne dans vos oreilles constamment, ou le bruit d'un aspirateur par exemple, 24 heures sur 24, et qu'aucune autre personne ne puisse l'entendre. C'est ce que vivent les personnes qui souffrent d'acouphènes. Pour comprendre d'où viennent ces sons, on va déjà voir comment fonctionne l'audition. Alors, le son va se propager dans l'air sous forme de vibrations qui vont être captées par le pavillon de l'oreille, traverser le conduit, aller jusqu'au tympan, puis aux 3 petits osselets, ça va être transmis. Voilà, merci. Et ensuite, pour arriver jusqu'à la cochlée. L'enclume et l'étrier. Et ça va arriver jusqu'à la cochlée qui renferme les cellules spécialisées dans l'audition qui sont ciliées. Et en ondulant, les cils vont envoyer un message au nerf auditif qui va le transmettre bien évidemment au cerveau. Et là, il y a différentes zones qui vont intervenir pour déchiffrer et donner du sens, évidemment, au son capté par l'oreille. C'est bien foutu, hein ? C'est vachement bien fait. Alors, les acouphènes, ce ne sont pas des sons qui viennent de l'extérieur, mais des bruits parasites qui sont générés par l'oreille, par le cerveau. 2 sortes d'acouphènes existent. Les premiers, on dit qu'ils sont objectifs, c'est-à-dire que le malade entend un bruit, mais qui est généré par son corps, par exemple des pulsations cardiaques, des claquements musculaires. Mais dans 95% des cas, ils sont subjectifs. C'est le système auditif et les zones de réception dans le cerveau qui dysfonctionnent. Ça produit une activité cérébrale qui, elle, est perçue comme un bruit. Alors, il y a autant d'acouphènes qu'il y a de causes. Oui, cette difficulté à trouver la cause complique évidemment le traitement et son efficacité. C'est un symptôme qui peut cacher une maladie sous-jacente, comme la maladie de Ménière. On va voir ça avec notre témoin, Jacques Fonkinos. Bonjour. Bonjour. Et pour répondre à toutes vos questions, le docteur Alain Lodero, qui est ORL. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques, dans quelles circonstances s'est apparu ces acouphènes ? Alors ça m'est arrivé il y a déjà 19 ans. Donc j'ai fait une surdité brutale lors d'une réunion professionnelle un peu stressante. Bruyante ? Non, elle était très stressante et un peu conflictuelle, on va dire. Hein. Et il y avait 2 événements qui ont conduit à cette surdité brutale. 5 jours avant, j'ai été exposé à un son déraisonnable dans un restaurant où il y avait des enceintes qui diffusaient une musique à un niveau tel que pour parler d'un côté à l'autre de la table, il fallait presque hurler, quoi. Donc je suis sorti de cette soirée avec des sifflements dans les oreilles, avec les sons qui étaient un petit peu résonnants dans ma tête. Pendant quelques jours, bon, j'ai dit ça va passer. Hein. Et puis quelques jours après, j'ai eu cette réunion stressante. Et là, paf, j'ai eu la surdité brutale. Pendant la réunion ? Pendant la réunion, donc j'ai été... Alors, surdité brutale avec des vertiges, des acouphènes à un niveau énorme. Hein. Donc on m'a rapatrié chez moi, donc il y a un docteur qui est venu, qui m'a donné un traitement pendant quelques jours, mais ça n'a rien fait. Donc j'ai été admis dans les urgences ORL d'une clinique à côté de chez moi. Bon, d'abord je me suis fait gronder par l'ORL qui m'a dit que j'aurais dû venir tout de suite. Hein. Tout de suite, dès que vous êtes à la sortie du restaurant en fait ? Pratiquement, oui, j'aurais dû venir dans les 24 ou 48 heures. Quoi. Et là, j'ai fait 2 erreurs. D'abord, j'ai laissé passer. En plus, il y a eu le stress de la réunion. Et derrière, le docteur qui m'a soigné, bon, peut-être qu'il n'a pas... Je me suis mal expliqué ou il a dû mal voir ce que j'avais. Donc, du coup, derrière, on m'a mis sous perfusion de vasodilatateurs et de corticoïdes, avec aussi du tanganil parce que j'avais des vertiges. Hein. Bon, ça m'a rattrapé l'audition de l'oreille gauche. Par contre, j'ai gardé comme séquelle une perte auditive très importante de l'oreille droite, plus l'acouphène en permanence, jour et nuit. Alors c'est comme disait monsieur tout à l'heure, c'était un bruit d'aspirateur hein, pour moi. Aspirateur jour et nuit dans l'oreille. Voilà, un aspirateur jour et nuit dans l'oreille. Et puis cette perte audition et les vertiges, donc c'est pas l'objet de l'émission. Mais sachez que j'ai aussi la maladie de Ménière qui m'a été diagnostiquée un peu plus tard. On va revenir sur cette maladie et sur la suite de votre histoire. Juste, ça change quoi si effectivement on sort d'une fête ou d'un concert et qu'on sent des choses dans les oreilles, c'est un peu feutré, etc., d'aller tout de suite consulter ? On peut faire quelque chose ? On peut déjà essayer d'établir un diagnostic un peu plus précis, ne serait-ce qu'en faisant le test qui est le test vraiment le plus important, c'est la réalisation d'un audiogramme, c'est-à-dire mesurer les seuils auditifs et aussi la compréhension de la parole, ce qui permet d'avoir une idée, même si elle est assez grossière et pas tout à fait complète, de l'état de fonctionnement du système auditif et donc des meilleures mesures qu'on peut proposer aux patients en termes thérapeutiques et en termes de prévention pour les accidents ultérieurs. Il est
Enfin, vous avez montré le fonctionnement de l'oreille tout à l'heure de façon très synthétique. Il faut savoir que les cellules ciliées, on n'en a que quelques milliers, qu'elles sont chacune spécifiques d'une fréquence et qu'une fois que c'est abîmé, c'est définitivement abîmé. C'est-à-dire que les cils ne repoussent pas, ça ne repousse pas tout ça. Ça ne repousse pas. Il y a dans nos plus vifs désirs, dans nos plus chers souhaits, il y a la repousse cellulaire induite par de la manipulation génétique, mais certainement pas à l'heure d'aujourd'hui et peut-être dans un avenir assez lointain. J'ai des acouphènes pulsatiles depuis un mois avec de la tachycardie, une accélération du rythme cardiaque. Est-ce que ça peut provenir du stress et d'angoisse? Catherine, la première partie de la question, c'est est-ce que les acouphènes pulsatiles, ça bat dans l'oreille, ça peut être lié à une accélération du cœur et une montée de tension artérielle par exemple? Absolument. Et donc ça nécessite d'abord de bilanter l'éventuelle hypertension et ensuite potentiellement d'essayer de voir s'il n'existe pas une pathologie sous-jacente, une anomalie d'un vaisseau, un vaisseau resserré, une communication anormale entre deux vaisseaux qui se serait démasquée à l'occasion de la poussée d'hypertension qui elle-même serait la conséquence de l'état de stress. Donc c'est pas aussi simple que de dire c'est le stress qui donne l'acouphène pulsatile, mais le stress peut augmenter la pression artérielle. La pression artérielle peut révéler une anomalie sous-jacente. Donc il y a des bilans qui sont des bilans généralement d'imagerie avec des scanners ou des IRM qui permettent de visualiser précisément les vaisseaux, qui permettent de tirer l'affaire au clair, plus éventuellement l'avis d'un cardiologue pour essayer de traiter l'hypertension au mieux, que ce soit par des mesures médicamenteuses ou des mesures de prévention du stress, qui sont une bonne mesure thérapeutique vis-à-vis de l'hypertension. Pascal a un acouphène à l'oreille gauche depuis de gros problèmes dentaires. Elle demande si ça peut être lié. C'est une vaste question. On en a beaucoup comme ça. Oui, il y a... L'articulation de la mâchoire. Avant de réduire un problème d'acouphène à un problème dentaire ou d'articulé mandibulaire, il convient quand même de faire un bilan d'audition, parce que c'est quand même la cause la plus fréquente et de très 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 loin. Maintenant, si le bilan auditif est anormal et si, à la suite d'une extraction dentaire, un acouphène est apparu, à ce moment-là, une cause mandibulaire, une anomalie de fonctionnement de la mandibule ou un défaut de contact entre les dents ou des tensions musculaires autour des muscles de l'articulation temporomandibulaire peuvent induire des conséquences sur le système auditif parce que tout ça est très proche, que le système auditif et le système musculaire sont très reliés l'un à l'autre et que même l'origine embryologique, c'est-à-dire l'origine au moment du développement des muscles de l'oreille moyenne qui soutiennent les osselets et le tympan et les muscles de la mâchoire ont une origine commune et donc il peut y avoir des interactions entre tout ça. Et l'avis à ce moment-là d'un stomatologiste spécialisé dans la prise en charge des troubles de l'articulation temporomandibulaire peut se justifier, mais à mon sens après avoir vérifié l'absence d'anomalie auditive. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, c'est des acouphènes qui sont réversibles avec le traitement Ça peut. Oui. Ça fait partie de ces quelques cas d'acouphènes potentiellement réversibles, étant entendu que, comme vous le disiez justement tout à l'heure, c'est généralement l'oreille qui est atteinte, généralement par une pathologie qui n'est pas réversible, c'est le cas par exemple de monsieur qui témoigne ici, et que c'est plus de l'ordre de la cicatrice que du phénomène inflammatoire ou mécanique local. Alors pour un patient qui ressent des acouphènes, la première chose à faire, on l'a entendu, c'est de consulter un otorhinolaryngologiste. Ce médecin dresse un bilan auditif, va déterminer à quel point les acouphènes impactent le quotidien. Anaïs Plateau, Alexandre de Laval ont suivi une consultation. Depuis une quinzaine d'années, vous avez des acouphènes tous les jours, oui, en permanence. 24 heures sur 24. Tout à fait. Alors, la gêne que vous avez maintenant, c'est la même qu'il y a 15 ans. Il n'y a pas eu d'amélioration. Non, pas du tout. D'accord. Les acouphènes, c'est ce bruit permanent que Fiorino entend jour et nuit et qui impacte son quotidien. Pour dormir et tenter d'y échapper, il prend des somnifères, une souffrance difficilement compréhensible par ses proches. C'est pas évident. Quand on dit aux gens qu'on a les oreilles qui sifflent, ça les fait rigoler à la limite. Moi, ça me gâche la vie, mais bon, ça c'est... J'aimerais bien avoir un petit bouton pour appuyer dessus et que ça s'arrête, mais non, c'est pas comme ça. Ceci, c'est un générateur de bruit. Vous allez m'aider à ce qu'on puisse produire un son qui ressemble à votre acouphène. Donc ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est la fondamentale, la fréquence principale. Donc est-ce que ce serait un peu plus aigu, un peu plus grave, ou est-ce que je garde ça? Moins aigu. Ça se rapproche. Et voilà. D'accord. Alors on va enrichir un petit peu le bruit. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Là, c'est mieux que juste avant. Voilà, c'est ce qui se rapproche le mieux. Oui. D'accord. C'est la première fois de sa vie qu'il fait entendre à quelqu'un d'autre le bruit qu'il a dans la tête. La personne, elle a partagé son acouphène. Et rien que ça, c'est très important. Et elle se dit, là, on ne me prend pas pour un dingue, on réalise la souffrance que j'ai.
Pendant la consultation, l'audition du patient est aussi testée. On y va, on commence à droite. Plusieurs sons discontinus et à des niveaux de décibels différents sont envoyés dans ses oreilles. Dès qu'il les entend, il lève la main. Les sons les plus aigus sont inaudibles pour Fiorino, à moins d'être très puissants. Donc là, on est sur les aigus, 6000 Hz, c'est très aigu. 70 décibels, monsieur n'entend rien. 80, il n'entend rien. Si, il entend 80. 80. L'ORL dessine alors la courbe des seuils auditifs de Fiorino qui montre une perte d'audition importante. L'audition normale, c'est grosso modo dans le vert. Ici, vous avez votre oreille droite en rouge, votre oreille gauche en bleu. Donc, vous voyez que surtout du côté de l'oreille droite, vous êtes largement en dessous. Effectivement, oui, je suis loin. La partie de l'oreille interne qui s'occupe de transmettre les vibrations sonores au cerveau, elle est abîmée, elle ne marche pas bien. Du coup, dans le cerveau, perturbation de la gestion du message auditif et création d'un acouphène. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je vais vous proposer de corriger cette perte auditive par le port d'un appareillage auditif. Prochaine étape pour Fiorino, rencontrer un audioprothésiste. Il reverra son ORL après avoir été appareillé. Dès que vous avez fait l'appareillage, les réglages, de manière à voir comment ça va. Docteur Landero, avec l'âge, on a une baisse de l'audition, comme il y a la presbytie pour les yeux, la presbyacousie pour les oreilles. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a des acouphènes que finalement, moins il entend l'extérieur, plus il entendra ce qui se passe à l'intérieur? C'est-à-dire que ces bruits, ces acouphènes risquent de monter avec l'apparition de cette gêne auditive. Ça, c'est un message sympathique à passer. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses de façon aussi abrupte, parce que sinon, en vieillissant, on aura tous une presbyacousie, on aura tous un vieillissement naturel de l'audition. On l'a déjà, pour certains d'entre nous. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Et on n'a pas tous d'acouphènes quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'acouphène à la présence de la perte auditive. Et on ne peut pas réduire la gravité de l'acouphène à la sévérité de la perte auditive. Je crois que la perte auditive est une condition presque tout le temps nécessaire à la survenue d'un acouphène, mais elle n'est pas suffisante. Il y a probablement des mécanismes qui sont des mécanismes plus haut situés, cérébraux probablement, qui expliquent pourquoi, chez certaines personnes à perte auditive égale, va se développer un acouphène ou pas, et pourquoi va se développer un acouphène qui va devenir intrusif, agressif, perturber la qualité de vie, le sommeil, l'attention, la concentration, alors que chez d'autres personnes, cela ne va pas le faire. Comment vous vivez au quotidien avec les acouphènes? Ça vous gêne en quoi? Ça me gêne parce que ce bruit est permanent, jour et nuit, donc ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de me reposer. Au démarrage, il y avait une espèce de lien direct entre mon cerveau et ce bruit, donc je devenais fou, quoi. Donc je ne pouvais pas vivre avec ça, je ne pouvais pas partager, je ne communiquais pas, je restais dans mon coin, etc. Donc il a fallu que j'en parle à quelqu'un. Donc l'ORL me disait, ça va passer, vous allez vous habituer, avec l'appareil ça va aller mieux. Mais en fait, j'avais besoin qu'on me comprenne, qu'on m'écoute. C'est pour ça que j'ai rapidement consulté d'autres ORL pour voir s'il y avait le même avis. Et là, j'étais un petit peu déçu par certains où on me disait « Mon pauvre monsieur, je ne peux rien pour vous, il faut vivre avec. » Donc quand on entend ça et qu'on est au fond du trou, on a du mal quand même à supporter, quoi. Ça, docteur Landero, c'est une remarque qui vient très souvent, que ce soit par les médecins généralistes et même par des spécialistes. Quand quelqu'un vient avec des acouphènes, on lui dit « Ah ben on est désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. » On m'a même dit un jour, c'est pas un cancer. Hein. Bon, donc, Alors, c'est certainement une marque de manque d'empathie pour faire le lien avec ce que vous disiez dans un des moments précédents de vos émissions. Là. L'idée, c'est que, effectivement, vivre avec, c'est un objectif thérapeutique qui est raisonnable si on ne sait pas l'enlever. Or, en l'état actuel de nos connaissances, et j'en suis le premier désolé, je n'ai pas de solution thérapeutique qui permette d'éradiquer les acouphènes chez tous les patients qui viennent me voir. Au contraire, de temps en temps ça arrive, mais le plus souvent, on ne sait pas enlever les acouphènes. La communauté médicale n'a pas cette capacité. Maintenant, entre dire à un patient qui souffre en lui tapant sur l'épaule « il faut vivre avec », et essayer de lui expliquer comment on peut faire en l'accompagnant dans une démarche thérapeutique structurée avec un but raisonnable et des méthodes qui sont des méthodes un tant soit peu validées, et certaines existent, hein, elles ont reçu une validation scientifique avec des publications dans des revues internationales, c'est pas juste des idées.
À ce moment-là, on change de dimension, c'est-à-dire qu'on passe d'un refus de prise en charge qui est insupportable pour le patient à essayer de faire quelque chose du mieux possible. Et j'imagine qu'avec l'aide de thérapeutes, qui en l'occurrence, je ne sais pas qui vous avez rencontré. Ce qui m'a aidé le plus, c'est qu'en fin de compte, j'ai pu parler avec des gens qui souffraient de ça. Au niveau de l'association France Acouphènes, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont expliqué ce qu'ils vivaient. Et ils vivaient la même chose que moi, donc j'ai pu partager mon acouphène avec eux. Ça fait partie des thérapies d'ailleurs. Absolument. La rencontre de patients entre eux. On organise, nous, dans notre service, des réunions de patients qui vont se rencontrer plusieurs fois de suite, partager leur expérience, parce qu'on se nourrit de l'expérience des autres, on se nourrit de l'amélioration que peuvent vivre les autres, on se nourrit de leurs échecs aussi, parce qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et donc l'idée d'accompagner les patients, non pas en leur délivrant juste un médicament, mais aussi en leur donnant la possibilité, par exemple, de rencontrer leur père, comme on dit habituellement, ça a aussi du sens. Ça fait partie aussi de la prise en charge. C'est pas une prise en charge curatrice au sens on enlève le symptôme, mais on aide le patient à gérer son symptôme d'une façon différente. Et c'est un deal, enfin c'est un objectif que le patient peut accepter ou pas, ce qui est parfaitement respectable. Mais en tout cas, nous, notre travail dans des consultations dites multidisciplinaires, où on va offrir aux patients non pas une seule alternative, mais plusieurs, que d'essayer d'aider le patient justement dans une démarche positive. C'est pas glorieux, je dirais, mais c'est honnête. C'est une façon d'aider le patient en lui apportant des solutions qui sont des solutions assez pragmatiques finalement. La sophrologie aussi, ça vous a aidé? Oui, mais disons, le fait d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que moi et avec qui je puisse discuter, partager, ça crédibilise un petit peu. Ensuite, parce qu'il répète la même chose que ce que me disait Laurel, les mêmes conseils. Prendre la distance, etc. Le docteur Landero disait qu'il faut effectivement associer plein de solutions. Et la sophrologie, ça en est une aussi. Exactement. Et la sophrologie, ça me permettait justement de détacher ce lien entre le cerveau et le bruit pour me concentrer sur ma respiration, sur la relaxation. Mais ça peut être la sophrologie, ça peut être une activité, ça peut être la marche, ça peut être le yoga. Tout ce qui peut permettre, disons, de détourner l'attention du cerveau sur autre chose. Il ne faut pas être replié sur soi-même. Et puis, vous avez eu un appareillage? Alors oui, j'ai eu un appareillage et ça, j'avoue qu'au début, j'ai hésité à me mettre un appareil parce que je croyais que c'était, pour moi à l'époque j'avais 47 ans, c'était un signe extérieur de vieillesse, donc je ne voulais pas le mettre. Mais après, une fois que je l'ai mis, j'avoue que ça m'a changé la vie. Parce qu'en fait, avec le problème auditif que j'avais, très fort, l'acouphène était en relief. Et du coup, j'avais du mal à le mettre en priorité basse. Alors qu'avec l'injection de sons intelligibles, comme la parole, ça me permettait d'abord de disturber le cerveau d'autres choses. De masquer le masquer, et du coup, le son, j'arrivais mieux à le maîtriser. Alors on va voir qu'il y a des générateurs de bruit. On va d'abord regarder un reportage, puisque 80% des personnes qui souffrent d'acouphènes ont également une baisse d'audition. Une des solutions, c'est de proposer un appareil auditif. Le but, c'est de mieux entendre l'environnement sonore pour moins concentrer son attention sur l'acouphène. Anaïs Plateau, Farid Mahmoudi. On va tester un petit peu votre audition. D'accord. Catherine Liscoët souffre d'acouphènes depuis 5 ans. Des acouphènes qui s'accompagnent d'une perte d'acuité auditive. Logiquement, vous devez être capable d'entendre entre 0 et 20 décibels tous les sons. Les sons aigus, eux, s'effondrent et vous les percevez qu'à partir de 50 décibels. Donc c'est votre problème, il est là, c'est une perte dans les aigus. La perte auditive de Catherine l'empêche d'entendre correctement les bruits ambiants et renforce la présence de son acouphène. Aujourd'hui, elle vient tester son nouvel appareil auditif chez son audioprothésiste. À partir du moment où on les appareille, on leur fait entendre les sons qu'ils devraient entendre mais qu'ils n'entendaient plus. Et ça va de lui-même noyer l'acouphène, ça va un petit peu l'immerger. On va placer l'appareil ici. Donc le petit tambour rentre dans l'oreille. Voilà. Donc pour l'instant, il ne fonctionne pas. Et on va faire pareil ici. Voilà. Impeccable. Quand je vais les mettre en marche, je les ai déjà pré-réglés. Vous allez entendre fort. Voilà, vous allez entendre fort. Vous allez percevoir l'environnement dans sa partie aiguë. C'est-à-dire que vous aurez l'impression que les oiseaux, ils sont sur votre épaule alors qu'ils seront dans l'arbre. Vous allez sursauter quand vous allez entendre la sonnerie du téléphone. Tous ces petits sons-là qui vont vous paraître non pas agressifs, mais présents. J'entends les mouettes que j'entendais pas la semaine dernière. Au niveau de l'acouphène, est-ce que vous l'entendez encore? Pas du tout. Le fait de réentendre l'environnement dans les aigus masque votre acouphène naturellement. Donc la plupart du temps, vous aurez besoin que de ça.
Mais s'il y a des jours où l'acouphène, pour une raison ou pour une autre, se met à être présent malgré l'appareil, je vous ai mis un deuxième programme. Pour ce deuxième programme, Catherine choisit un son qui l'apaise. C'est très très doux, c'est quelque chose, ça enveloppe C'est ce comme son-là qui vous plaît. ouais, ça calme en fait, tout de suite. C'est le but du masque à l'acouphène, c'est de vous calmer. Ce son, elle pourra le déclencher si l'acouphène redevient trop présent. L'acouphène, c'est très énervant, c'est très angoissant parce que finalement, il vous est imposé et vous subissez complètement cet acouphène et à la fin, vous n'en pouvez plus parce qu'il devient obsessionnel. À partir du moment où vous mettez un bruit qui va un petit peu noyer cet acouphène et un bruit que vous créez vous-même, vous allez accepter beaucoup mieux l'acouphène et vous allez le neutraliser. Il est temps pour Catherine de se confronter à l'une de ses dernières appréhensions. Comment va-t-elle percevoir les bruits de la rue avec son appareil? Ah, c'est pas agressif. Non. Il y a une moto qui passe. Ça va. Et l'acouphène. L'acouphène, vous l'entendez pas là. Mais dans la rue, vous l'entendiez pas autrefois, non? Là, ça arrive quand même. Dans la rue, vous si, l'entendiez? dans la rue, je Malgré pouvais, le bruit je de la pouvais rue, vous l'entendre. n'arriviez à Ouais. Tandis que là, non, il est parti avec les mouettes. Il est parti avec les mouettes. À bientôt. Bonne Merci beaucoup. semaine. Merci, au revoir. Catherine reviendra dans une semaine pour vérifier les réglages de son nouvel appareil. Alors, autre appareil, Dominique demande quelle est l'efficacité des implants auditifs émettant du bruit blanc pour masquer les acouphènes. Où est-ce qu'on peut se les procurer et à quel prix? Alors, il y a une petite notion de terminologie. On parle d'implant cochléaire quand on stimule avec une stimulation électrique pour compenser une perte auditive totale. On parle d'appareillage auditif qui amplifie et ou qui génère un bruit blanc, et on est dans le cadre de ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est-à-dire des appareils externes sans intervention chirurgicale qui sont capables de fabriquer donc des bruits qui peuvent être blancs. Un bruit blanc, c'est un bruit où toutes les fréquences sont également représentées, un peu comme la lumière blanche est une lumière où toutes les fréquences sont représentées, mais on peut faire du bruit rose où il y a plutôt des fréquences graves, du bruit bleu où il y a plutôt des fréquences médium, enfin on peut en faire toutes sortes, et on peut faire des bruits beaucoup plus complexes comme des bruits naturels. Et ces appareillages sont vendus par les audioprothésistes en France et ça a le coût d'un appareillage auditif, même si je crois que certaines enseignes proposent des locations pour ce type d'appareil parce que l'utilisation d'un générateur de bruit peut être resserrée sur une période de temps donnée de l'ordre de 6 mois à 1 an et demi, et que donc certaines enseignes ont développé ce type de vente en location. Et la prise en charge est la même que pour une simple baisse d'audition? Alors il faut normalement qu'il y ait une baisse auditive significative pour que l'appareil soit pris en charge par la sécurité sociale. Le générateur de bruit est à la charge du patient, ce qui peut poser un problème certaines fois pour certains patients bien évidemment. C'est pas très bien remboursé. Non. Et là, j'allais le rajouter en disant que l'appareillage auditif est pour l'instant mal remboursé, même si j'ai entendu dire au cours de la dernière campagne présidentielle qu'il y aurait peut-être un effort de fait dans un délai raisonnable. Juste un petit point. Il arrive que les prothèses auditives donnent des résultats extrêmement favorables en matière d'acouphènes. C'est manifestement le cas de la patiente qu'on vient de voir. C'est le cas aussi. Ça n'est pas toujours aussi probant. Mais ça se tente. Ça mérite d'être tenté, ça mérite d'être expliqué aux patients, et ça fait partie très clairement de la prise en charge aujourd'hui du patient acouphénique, essentiellement chez les patients qui ont une perte auditive significative qui entraîne un trouble de la compréhension de la parole. À ce moment-là, la prothèse auditive est clairement une des premières mesures thérapeutiques qu'on doit proposer, même s'il peut y avoir une réticence du patient. On a entendu les arguments tout à l'heure de monsieur qui disait qu'à 47 ans, c'est compliqué, ça fait vieux, on n'a pas envie d'en avoir, et ainsi de suite. Mais en étant assez convaincant et en proposant un essai d'appareil auditif au patient avant qu'il ne l'achète définitivement, on obtient quand même de bons résultats. Chez les acouphènes depuis 10 ans, depuis quelque temps, ils sont plus persistants. Cela signifie-t-il une aggravation, demande Jacques. Il est impossible de prévoir l'évolution des acouphènes. C'est fluctuant, ça peut monter, descendre. Est-ce que ça peut disparaître comme c'est venu? Alors, en ce qui me concerne, ça fluctue en fonction de mon état de fatigue, de stress ou de maladie, quoi. Voilà. Vous l'entendez plus quand vous êtes stressé? Quand j'ai un événement, disons, stressant ou une contrariété, hop, l'acouphène se met à monter. Donc, ou quand je suis dans le silence complet, là, il est en relief par rapport au reste, et donc du coup, je l'entends plus. Sur les
l'évolution d'un acouphène dans la vie? L'évolution d'un acouphène, très paradoxalement, vu qu'on parle d'acouphènes invalidants, donc qui vont entraîner une altération de la qualité de vie, l'évolution naturelle d'un acouphène, c'est plutôt de s'améliorer dans le temps. Quand on prend des patients qui ont un acouphène à un instant T donné et qu'on les regarde sans même rien faire, juste en faisant une surveillance, le destin naturel, c'est plutôt vers la diminution. Parce qu'ils sont habitués? Parce que le patient s'adapte, parce que le système se répare, parce que... On arrive à le mettre en priorité basse à un moment donné. Il devient, comme ces signaux auxquels on ne fait pas très attention. On a tous un frigo dans notre cuisine qu'on n'entend pas s'il s'allume ou s'il s'éteint, et peu importe s'il est là et peu importe s'il n'y est pas, notre vie n'est pas perturbée par ça. Donc la règle, c'est que l'acouphène finisse par rentrer dans le bruit de fond de l'organisme, on va dire. Maintenant, dans certains cas, il y a une focalisation d'attention qui s'installe, des perturbations attentionnelles, des perturbations du sommeil, et ça a plutôt tendance à s'auto-entretenir. C'est-à-dire que plus vous êtes perturbé, plus vous focalisez, mais plus vous focalisez et plus vous êtes perturbé. Et donc, pour les patients qui sont dans cette situation-là, il y a des modificateurs qui sont des modificateurs très connus. Le stress en est un, la fatigue en est un autre. Les modulations musculaires, il y a beaucoup de patients qui modulent, qui changent le spectre, c'est-à-dire la fréquence de leur acouphène, l'intensité de leur acouphène en serrant les mâchoires, en tournant la tête, pour des raisons physiologiques un peu compliquées. Et ensuite, il peut y avoir des grandes fluctuations dans le temps, c'est-à-dire un acouphène qui va rester stable et à un moment, il va changer, ce qui semble être le cas de la question que vous posez. Et là, en fait, ça impose deux choses. D'abord, de vérifier si quelque chose a changé dans le système auditif. Il se peut que l'audition se soit dégradée, que par rapport aux audiogrammes antérieurs, les audiogrammes actuels aient évolué et que ça nécessite donc une prise en charge spécifique, ou qu'il y ait un facteur intercurrent qui va changer l'acouphène. Par exemple, un état d'anxiété chronique, une dépression qui s'installe, une fatigue. Merci. Pardon. Il lui a fait signe de se taire, donc vous savez. Très gentil. Quand c'est fini, monsieur. Si vous aviez peut-être quelque chose à dire. On est obligé de prendre l'antenne. Hein. Non, mais je suis désolé, vous reviendrez? Je reviendrai pour les vertiges. Pour les vertiges. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on donne évidemment les coordonnées de France Acouphène, france-acouphène.org pour aider les patients. Et le numéro 0820 222 213. Merci beaucoup. Demain, une émission, un Allo Docteur consacré au lévothyrox et à sa nouvelle formule. À demain. Au revoir.